Bonjour et bienvenue dans le Temps des écrivains. Aujourd'hui, une émission très spéciale puisque nous recevons le roi, que dis-je, l'empereur, que dis-je, le pape de la littérature rock, punk, folk, pop, le grand Greil Marcus, auteur d'une quinzaine d'ouvrages, ancien rédacteur en chef du magazine américain Rolling Stones, collaborateur de Cream, de l'hebdomadaire new-yorkais The Village Voice, l'auteur mythique de Lipstick Traces, traces de rouge à lèvres, qui fit le lien entre Guy Debord et les Sex Pistols, entre Dada et les Buzzcocks. Il publie chez Alia, traduit par Guillaume Godard, une édition augmentée de cette bible littéraire, ainsi qu'un nouveau livre, Three Songs, Three Singers, Three Nations, donc 3 chansons, 3 chanteurs, 3 nations, où il est à nouveau question de Bob Dylan, auquel il a consacré de nombreux livres, à Bob Dylan comme à Elvis Presley, volontiers comparé à Herman Melville, l'auteur de Moby Dick. Il sera donc ici autant question d'écrivain que de musicien. On passe 1 heure avec lui, on écoutera de la musique aussi, celle dont il est question dans ce nouveau livre. 1 heure avec Greil Marcus, on est très heureux. Bonjour Greil Marcus. Bonjour. Je salue votre interprète Michel Zlotowski. Bonjour Michel. Bonjour. Je me demandais si vous aviez un plaisir particulier à revenir à Paris. C'est une ville que vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous encore, cette ville ? Well, you know, I spent a lot of time in an imaginary Paris. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps dans un Paris imaginaire, en écrivant Lipstick Traces. Je suis venu pour la première fois ici en 1961, quand j'avais 16 ans. Et bien sûr, on a 16 ans, vous êtes à Paris. I was on a trip with other students and j'étais en voyage avec d'autres élèves, d'autres étudiants. On n'allait pas dans des endroits extraordinaires, célèbres. On n'est pas allé à la Tour Eiffel, on n'est pas allé au Louvre. On s'est juste baladé dans les quartiers. Mais quand moi j'ai commencé à écrire Lipstick Traces, l'histoire de Paris s'est ouverte devant moi. Les endroits où j'étais allé et dont je me foutais complètement, soudain sont devenus vivants avec des histoires, des légendes. Je marchais, je passais devant le Tabou, la boîte de nuit de la rue Dauphine. Je savais que c'était un club de jazz, que c'était de l'époque existentialiste. Mais une fois que j'ai commencé à plonger dans cette période, du Paris des années 50, même si tout ça n'existe plus aujourd'hui. Et moi, j'étais dans un hôtel à côté du Tabou. L'histoire s'est développée. J'ai dit à ma femme, quand je tentais de terminer Lipstick Traces, j'ai dit, je suis coincé à Paris en 1952 depuis 3 ans et j'arrive pas à m'en sortir. Elle m'a dit, il y a des endroits pires où être. Et donc, dans mon imagination, il y a le Paris où je vois des fantômes et le Paris où je vois des gens heureux d'être ici. Vous savez, quand vous vous promenez dans les rues de New York, vous voyez des gens avec énormément d'énergie, qui brûlent cette énergie. Mais principalement, vous voyez des gens qui ont ce sentiment de dire « je suis heureux d'être ici et pas ailleurs, et c'est là que je veux être ». Et c'est quelque chose de très agressif, un message agressif qui est envoyé. À Paris, il y a aussi ce sentiment que moi je vois en fait. C'est là que je veux être, c'est là que j'appartiens, mais c'est plus factuel. Je veux pas en parler, non, c'est juste comme ça. Je dis ça parce que dans la 3e édition française de Lipstick Traces, la première édition remontée à 1998, dans la préface, vous écrivez « Paris restait une cité inachevée, une idée autant qu'un lieu ». En quoi Paris reste-t-elle une cité inachevée ? C'est pas non terminée en termes d'architecture, de conception. Elle est incomplète parce qu'il y a un sentiment à Paris, partagé par beaucoup de gens, que l'histoire doit encore être faite ici. Questionner la vie dans une ville, c'est que les situationnistes ont fait. Ils étaient amoureux de Paris. Et ça ne s'est pas fini, ça ne s'est pas terminé.
I guess that's really all I mean. C'est tout ce que je voulais dire, en fait. Paris, so much Paris, history has happened here. il y a tellement de choses historiques qui sont produites ici. Je ne veux pas parler de l'histoire du monde, That it's hard to mais believe il est difficile de that croire for the que next 100 years, pour le siècle à people will venir, just walk the les gens streets vont as simplement they're marcher doing dans les today, rues comme ils le font aujourd'hui, and no one will be able to et say, personne ne sera where capable de were dire you when où étiez-vous this à telle happened? date lorsque As ça s'est people, produit. are saying, they're Comme les gens le saying, disent where were aujourd'hui. you Où on, étiez-vous May 7th, le 7 mai 1968? en Some 1968? people have interesting answers. Et certaines personnes ont des réponses intéressantes à vous donner. Alors ce nouveau livre, Three Songs, Three Singers, Three Nations, c'est un livre qui se séquence en 3 essais sur 3 chansons. 3 chansons qui relèvent plutôt du genre musical qu'on appelle le folk. Elles sont traitées séparément. Je vais les citer, ces 3 chansons. D'abord Ballad of Hollis Brown de Bob Dylan, Last Kind Word Blues de Gishy Wiley et I Wish I Was a Mole in the Ground de Bascom Lamar Lunsford. 3 chansons traitées séparément et pourtant elles ont en commun, nous dites-vous, par ce titre, chacune à leur manière, d'incarner l'un des multiples visages de l'Amérique. Alors on va en parler de cette Amérique, mais un point me semble encore plus intéressant, c'est que pour vous, ces chansons n'ont pas d'auteur. Vous écrivez ce qui émerge de la bibliothèque illettrée des chansons folk est l'absence de toute notion d'auteur. On croirait entendre Borges ou Roland Barthes. The people who I'm talking about in this Les book, gens dont je parle dans ce livre, ils ont tous les 3 chanté des chansons sur lesquelles je me concentre. that either they didn't write, Soit ils ne les ont pas composées ou écrites, simply came together over long periods of time, ou qu'ils ont assemblées au cours de très longues périodes. Il s'est passé très longtemps avant qu'ils ne les découvrent. C'est l'histoire de I Wish I Was a Mole on the Ground. Il n'y a pas un seul mot de cette chanson que Lunsford a écrit ou même a arrangé les vers. Et Bob Dylan et la ballade de Hollis Brown, ce morceau a un auteur, c'est Bob Dylan qui l'a écrite. C'est pas un morceau de folk traditionnel, bien qu'il use la mélodie des folk songs. Pretty Polly, take a walk with me. Il utilise cette scansion extrêmement menaçante. Il l'utilise à travers toute la chanson, mais la raison pour laquelle je l'ai inclus, c'est que, bien que elle est un auteur, ça ne sonne pas comme si elle avait un auteur. Quelle est la différence? L'idée qu'il y a un auteur, mais ça ne sonne pas comme s'il y avait un auteur. Parce que voilà quelque chose, un morceau sur un fermier qui est en train de mourir de faim et sa famille aussi. Et il n'y a rien là pour identifier la date à laquelle ça s'est produit. Ça pourrait se produire n'importe quand au cours des 2-3 derniers siècles aux États-Unis. Ça sonne comme une chanson qui aurait été écrite il y a au moins un siècle. Et Dylan la chante de façon traditionnelle. Il a réussi à trouver une manière de créer quelque chose qui sonnait comme quelque chose d'anonyme, comme si c'était pas lui qui l'avait écrit, mais comme si c'était personne que l'on pourrait jamais identifier qui l'a écrit. Et ça fait partie de ce qui lui donne ce pouvoir, cette puissance. On ne peut pas la pointer. C'est une ferme du Dakota du Nord ou du Sud Dakota, je me souviens pas. Mais ça pourrait s'être produit dans la grande dépression des années 20, des années 30. Ça pourrait se produire n'importe quand, ça a pu se produire n'importe quand. Parce que quand on a une petite ferme, la grande dépression, elle est jamais plus loin que 1 an. Votre monde entier peut s'écrouler, être détruit à cause du mauvais temps, de dettes, parce qu'un cheval meurt, quelque chose d'aussi petit ou trivial que ça, tout peut disparaître d'un coup. Donc tout ça est toujours présent. C'est un morceau ou une chanson qui aurait pu être écrite n'importe quand
aux États-Unis n'importe quand au cours des 2-3 derniers siècles. Et c'est ce que ça véhicule. Ces 3 chansons, il y a d'abord Ballad of Hollis Brown par Bob Dylan qui raconte à la seconde personne la vie d'un fermier pauvre du Dakota du Sud, Hollis Brown qui n'arrive pas à nourrir sa femme et ses 5 enfants et qui finit par les tuer avant de se suicider d'un coup de fusil. C'est une nation où la perspective de la violence s'offre en solution absolue aux problèmes absolus, écrivez-vous. C'est une nation d'absolu en parlant des États-Unis. La deuxième, c'est Last Kind Word Blues par Gishy Wiley qui raconte les dernières paroles gentilles dites à sa fille par un homme qui va traverser l'océan pour aller à la guerre et qui ne reviendra vraisemblablement pas. Et cette chanson décrit, écrivez-vous, un paysage dans lequel un imposteur, une personne sous un nom bidon, quelqu'un qui n'a jamais été celui qu'il prétend être, peut occuper une place laissée quasi vacante, tenir un langage jusque-là inouï avant de disparaître comme s'il n'avait jamais existé. Enfin, vous en parliez, Gray Marcus, I Wish I Was a Mole in the Ground par Bascom Lamar Lunsford. C'est une chanson où il est question de quelqu'un qui voudrait être une taupe sous la terre pour miner une montagne. C'est une chanson qui en appelle, vous le dites, à un renversement du monde et qui vous permet d'évoquer une nation dont vous dites que le récit national que tout le monde connaissait, auquel tout le monde a un jour fait semblant de croire, s'était brisé et avait été rafistolé. C'est une nation aussi pleine de possibles, écrivez-vous, en ce que de nouvelles histoires sont encore possibles et nécessaires. Moi, je voudrais juste savoir, puisque vous dites qu'il s'agit de 3 nations, est-ce que ce sont 3 nations distinctes ou 3 nations qui peuvent se réunir au fond? Well, it would have been very easy to say. Ça aurait été très facile de dire 3 songs, 3 chansons, 3 chanteurs, une nation. Isn't that nice? Ça aurait été beau, hein? Out of many, one. That's De plusieurs, which is une, the national qui est le slogan national of the United States. des Out of États-Unis. many, one. But Et pluribus it unum. seemed to me that these songs Mais il me semble que ces chansons captured and capturent presented et and embodied présentent et 3 incarnent 3 façons différentes of being a democratic citizen, d'être un citoyen démocratique, of acting out, embodying d'agir democracy et itself. d'incarner la démocratie elle-même. Walt Whitman once said, Walt Whitman a dit "Do un you jour, think democracy was just for pensiez-vous elections? que la démocratie c'est simplement pour des élections ou un nom d'un parti politique? Non, la démocratie est dans notre sang, elle est dans l'air. C'est l'obligation de tout citoyen démocrate pour trouver une façon d'agir en sorte et de l'exprimer. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a que 3 façons d'être américain. Il y a 3 façons d'être un citoyen démocratique dans ces 3 chansons. 10 chansons de plus, 10 autres façons de faire. Mais moi, je parle de ces 3-là. Et avec la ballade de Hollis Brown, ce chapitre s'appelle « Inflexion ». La chanson est racontée de façon très linéaire. Certains mots seulement sont infléchis, accentués, avec plus de colère, avec plus de cynisme, et ça vous frappe. Donc, c'est quelqu'un qui se promène à travers le pays de façon très anonyme, très calmement, mais d'une manière qui attire votre regard. Mais il a l'air tellement ordinaire et que la moindre chose inhabituelle prend une puissance inhabituelle. Est-ce que le fait que la chanson engage la voix et l'interprétation de son auteur ou de son non-auteur la rend supérieure à un autre texte littéraire? No, not necessarily. Non, pas nécessairement. It depends on the writer. Ça dépend de l'auteur, de l'écrivain. Could a writer Est-ce qu'un tell that écrivain same story pourrait raconter la même histoire avec la même puissance? Oui, Michael Lesy l'a fait dans un livre qui s'est appelé Wisconsin Death Trip, qui était au sujet de la Grande Dépression des années 1890, où des fermes telles que celle de Hollis Brown font faillite, où les gens se suicident avant de tuer leur famille. C'est un livre de collage avec des photographies de l'époque, des rapports d'asile d'aliénés, des rapports de postes de police, des
papiers de journalistes, des sélections de poésie écrites dans la même région, dans le même temps. Et quand on arrive à la fin, le sentiment de désastre et d'horreur est irrésistible. Il n'y a rien que l'on puisse faire. C'est quelque chose qui vous dépasse. Ce livre et la chanson de Bob Dylan sont pleines de fatalisme, de cynisme, un œil sardonique. Et ils disent, on n'a pas de libre arbitre, on ne peut rien changer. Personne ne va t'aider, il n'y a pas de communauté, tout le monde se fiche de ce qui t'arrive. Ça, c'est l'Amérique, ça, c'est la démocratie. C'est peut-être l'Amérique, mais ce n'est qu'un fantôme ricanant de la démocratie. On va écouter la première chanson et parler un peu de Bob Dylan avec vous, Greil Marcus, sur lequel vous avez tant écrit, 3 ouvrages sur Bob Dylan, La République invisible, Bob Dylan et l'Amérique clandestine, Like a Rolling Stone, Bob Dylan à la croisée des chemins, Bob Dylan by Greil Marcus. Cette chanson s'intitule Ballad of Hollis Brown et donc elle est interprétée et écrite par Bob Dylan. Ballad of Hollis Brown de Bob Dylan, c'est le choix de Greil Marcus. Nous passons cette heure avec le grand écrivain du rock, du folk, du punk. Il publie chez Alia à la fois une édition augmentée de Lipstick Traces et un nouveau livre, 3 Songs, 3 Singers, 3 Nations. Et la première de ces songs, de ces chansons, c'est celle que nous venons d'écouter. Alors il fait l'objet, Greil Marcus, de la première partie de votre ouvrage, intitulé Inflection. Bob Dylan y raconte à la seconde personne la vie d'un fermier pauvre du Dakota du Sud, Hollis Brown, qui n'arrive pas à nourrir sa femme et ses 5 enfants. Il finit par les tuer avant de se suicider d'un coup de fusil. Sur Bob Dylan, en octobre 2016, au moment où il avait obtenu le prix Nobel, vous écriviez « La question de savoir si Dylan est un poète, car voici qu'on le compare à Sappho, à Homère, aux grands bardes qui chantaient, n'a jamais eu un grand intérêt. Pourtant, il semble bien que ça soit toute la question, c'était quand même le prix Nobel de littérature, donc de savoir s'il était un poète ou non, ça n'a pas du tout aucun intérêt. » Je ne pense vraiment pas que cette question ait un sens ou un intérêt quelconque. Que Bob Dylan puisse être appelé poète, c'est de ça qu'on parle, peu importe s'il est ou s'il n'est pas un poète. Est-ce qu'on peut justifier cela, ce prix Nobel, ou est-ce qu'on peut le questionner, l'attaquer? Il a reçu le prix Nobel parce que, en tant qu'écrivain, il a eu un impact sur un nombre incalculable de gens à travers le monde. Il a inspiré des écrivains, d'autres poètes, des réalisateurs de cinéma, sans parler de milliers et de milliers d'autres auteurs, compositeurs de chansons. Il a apporté
le mot au centre de la vie d'énormément de gens pour lesquels ça n'aurait jamais été le cas. Des milliers, des millions de gens ont cela avec eux comme faisant partie de leur subconscient, tellement ça a été absorbé profondément. Certains vers ou certains couplets de ces chansons qui sont comme des talismans de la réalité ou de l'existence. Pendant de nombreuses années, des gens ont mené une campagne pour que Bob Dylan reçoive le prix Nobel et les gens le mettaient sur les listes. Vous savez, il y a une procédure de nomination pour le prix Nobel. Les professeurs, les enseignants peuvent nommer des artistes, d'anciens récipiendaires du prix peuvent faire des nominations officielles. Et ça a été fait un nombre incalculable de fois. Et moi, on m'a demandé de signer sur des pétitions, donner à Bob Dylan le prix Nobel, ce que j'ai jamais fait. Et j'ai toujours senti que ces gens-là, quels qu'ils soient, avaient besoin d'une validation pour leur propre amour de la musique de Bob Dylan. Ils avaient besoin de quelqu'un comme le comité du prix Nobel pour qu'on leur dise « Oui, ça c'est de la littérature, c'est important, t'es pas en train de perdre ton temps sur de la pop musique éphémère. » Non. Peu leur importait si Bob Dylan méritait le prix Nobel, mais c'est eux qui méritaient le prix Nobel. Et de toute façon, Bob Dylan lui-même le disait « I'm a poet and I know it. Hope I don't blow it. » je suis poète, je le sais, pourvu que j'aille pas tout foutre en l'air. En d'autres termes, il s'est présenté comme poète avec un petit peu de troisième degré. Mais peu importe si je suis poète. Pourquoi est-ce que vous parlez de ça? Alors, c'est drôle parce qu'en même temps, dans l'ouvrage, un de vos livres, Mystery Train, vous parliez de la chanson Poet de Sly Stone, et vous écriviez « La question de la poésie, surtout quand il s'agit d'une chanson, est liée à la manière dont un auteur se sert du langage, et sa musique fait partie de son langage, pour obtenir des mots, ce à quoi il se refuse d'habitude, à la manière dont il teste les limites du langage, et altère, étend l'impact conventionnel des images, ou sauve les possibilités du langage que nous avons perdues et détruites. » Donc, Greil Marcus, chanson et poésie, de toute façon, semblent liées par cette façon de demander quelque chose d'autre au langage. A poet has a tremendous burden. Le poète porte un joug très lourd. Il ou elle doit faire que quelque chose se produise sur la page qui ne s'est jamais produit auparavant, créer quelque chose de nouveau, provoquer une nouvelle réaction. Et le poète ne peut pas utiliser la musique, il ne peut pas utiliser le fait de performer, un art du spectacle vivant. Il ne peut utiliser qu'une narration. Lorsque on met de la narration dans un poème, ça peut être une narration poétique, mais c'est pas un poème, c'est une histoire, c'est un récit. C'est le poids que porte le poète. Et le poète réussit en utilisant les mots d'une façon qui soit compréhensible de nous, mais aussi pas de la manière dont qui que ce soit parlerait ou penserait. C'est différent. Cela reflète une confusion dans cette idée du langage. À quoi sert le langage? Est-ce fait pour communiquer des sens spécifiques? Est-ce que c'est fait pour communiquer des émotions? Est-ce que c'est pour vous protéger du mal? Est-ce que c'est pour faire du mal aux autres? La poésie advient lorsque les mots sont sortis de leur fonction naturelle ou normale et qu'on leur attribue une nouvelle fonction. J'ai trouvé que ça se produisait avec Sly Stone dans There's a Ride Going On en 1971. Et ça a été fait par omission. Des mots ont été laissés en dehors. Et ça tirait l'auditeur. Mais attendez, mais qu'est-ce qui manque ici? Quel est le mot qui manque? Voilà, c'est quelqu'un qui travaille sur la langue, sur le langage.
Et je voulais simplement souligner que tout ce non-sens de musique et de poésie, on ne parlait que de musiciens blancs quand ils parlaient de ça. Ils n'ont jamais parlé de Sly Stone, de Jimi Hendrix. Ils n'ont jamais parlé de chanteurs de blues comme Steve James. Donc ma réaction a été vraiment allez, je vous mets le doigt dans l'œil là. Hein. Tout comme il y avait quelque chose de plus sérieux. C'était simplement une façon de dire, allez, t'es un idiot. Sur les rapports qu'entretient la chanson et la littérature, Don DeLillo, dans son troisième roman Great Jones Street, publié en 1973, a calqué au fond sur Bob Dylan, son héros musicien mondialement célèbre, qu'il appelle Bucky Wunderlich, prophète, charlatan, poursuivi par tout le monde, par les fans, par les gangsters aussi. Est-ce que les chanteurs, est-ce que les musiciens font de bons personnages de romans, et quels sont pour vous les plus convaincants dans l'histoire de la littérature? Wow, that's difficult. Ça, c'est dur parce que je pense immédiatement à beaucoup de bons romans où le personnage du chanteur est absolument non convaincant et inintéressant. Les choses se produisent autour de lui. C'est quasiment toujours un lui et pas une elle d'ailleurs. Je pense à Cathy Answorth. C'est un écrivain de livres policiers britannique. Don DeLillo. Je pense à The Richmond Stable, avec un autre personnage à la Dylan. Lorsqu'on écrit un roman et que votre personnage principal est quelqu'un qui fait partie de la vie de vos lecteurs, on ne peut jamais échapper aux faits et écrire de la fiction. Les faits vous retiennent toujours parce que à la fois vous, vos lecteurs vont dire ah bah non, c'est pas vrai, il est pas comme ça, il ferait pas ça. Et on ne crée pas un personnage. On en emprunte un. Donc Don DeLillo, finalement, en s'inspirant de Bob Dylan pour ce roman, a pas réussi à faire un vrai personnage? Non, je pense pas. J'aime bien ce roman Great Jones Street. Je l'ai lu 3 ou 4 fois parce que il crée un milieu qui est tellement menaçant pour des raisons que l'on ne peut pas véritablement comprendre. Et chaque personne fait partie d'une conspiration. On ne sait pas quel est le but de la conspiration. Peut-être que c'est simplement qu'il y a une impulsion à se réunir pour faire des choses secrètes, créer des événements dans le monde qui ont des effets, mais pas de cause. Pas de cause qui puisse être connue. Ça, c'est le milieu, et c'est ce que croit Don DeLillo, et c'est ce qu'il a essayé de conjurer, roman après roman. Et Great Jones Street est un des plus efficaces de ces romans. En fait, il s'en sort plutôt bien avec Bucky Wunderlich. Aux 2 tiers du roman, on oublie Bob Dylan. Et c'est ce type un petit peu dingue avec des flashs. Voilà. On va écouter la deuxième chanson de ces 3 songs, 3 singers, 3 nations. Il s'agit de Last Kind
Last Kind World Blues de Geeshie Wiley, c'est la deuxième chanson que vous étudiez dans votre nouveau livre, Greil Marcus. Vous, le grand auteur de Lipstick Traces, le grand écrivain de la musique rock, punk, de la contre-culture, de la culture pop. Ce nouveau livre s'intitule Three Songs, Three Singers, Three Nations. Il paraît chez Alia. Il est traduit de l'américain par Guillaume Godard. Et dans cette chanson, dites-vous, on nous raconte les dernières paroles dites à sa fille par un homme qui doit traverser l'océan pour aller à la guerre, qui ne reviendra vraisemblablement pas. Il est question, écrivez-vous, d'un paysage dans lequel un imposteur, une personne sous un nom bidon, quelqu'un qui n'a jamais été celui qu'il prétend être, peut occuper une place laissée quasi vacante, tenir un langage jusque-là inouï, avant de disparaître comme s'il n'avait jamais existé. Et vous tracez un parallèle entre le thème de la chanson et la disparition de Geeshie Wiley de l'histoire. Vous vous interrogez, Last Kind World Blues ne serait-elle pas, en fin de compte, la cause, ou plus exactement l'origine ou la légitimation de la disparition de la chanteuse? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce une manière de dire que la musique exerce un pouvoir mystérieux sur son interprète? J'appelle ce chapitre disparition et oubli. Il y a au moins deux explications. Il faut comprendre que quand j'ai écrit ce livre, et quand je l'ai nommé Trois chansons, trois chanteurs, trois nations, et que j'ai nommé ces chapitres Inflexion, Disparition et Le monde sens dessus-dessous, c'était une sorte de défi que je me lançais moi-même pour voir si je pouvais dépeindre ces portraits ou dessiner ces cartes d'Amérique différentes sans expliquer ce que je voulais dire et ce que vous me demandez de faire maintenant. Et c'est légitime, mais dans ce cas, je parlais de deux choses différentes. La première, c'est la capacité américaine, le besoin américain d'oublier que tout doit être toujours nouveau. Ce qui s'est produit par le passé doit toujours être oublié. Et la façon dans laquelle, dans un pays immense et démocratique, les gens disparaissent sans cesse. Ils sont dévêtus de leur identité, de la façon dont ils sont mis à terre par l'éthique américaine de la réussite et de la honte de l'échec. Ils perdent leur identité, ils perdent leur nom, parce que personne ne fait plus attention à eux. Donc, il y a ce sentiment-là d'oubli qui est aussi le sens de la disparition et de l'oubli des actions démocratiques extraordinaires que toute personne, à n'importe quel moment, peut apparaître et laisser une trace sur l'identité de la nation, sur l'âme de la nation, sur l'histoire, et puis disparaître comme s'il n'avait jamais existé. C'est le type de trace qui est faite, qui est laissée par l'art. Voilà, c'est comme si on fait une marque sur le mur, disons, allez, on fait son empreinte de la main, disant simplement « j'existe ». Mais c'est le type de marque parce que, comme c'est de l'art, ça ne peut pas être effacé et on ne peut pas peindre par-dessus. Voilà Geeshie Wiley, quelqu'un qui rentre dans un studio d'enregistrement de Wisconsin dans les années 30, chante une chanson qu'elle a composée avec des éléments traditionnels communs qui peuvent être trouvés dans une centaine d'autres chansons et certains vers, certaines phrases qui ne sont trouvées nulle part ailleurs. Et c'est une parabole de la disparition. La question, c'est est-ce que les gens dans la chanson vont être oubliés ou pas? Est-ce qu'ils vont se souvenir les uns des autres? Geeshie Wiley, elle donne cette proclamation, disant que voilà ce qu'est la vie. On traverse un mystère.
No one can see us. Et personne ne peut nous voir, personne ne peut nous entendre. Feel our presence. Ils ne peuvent que sentir notre présence. Précisément, vous venez de prononcer un mot important qui revient beaucoup dans ce livre et qui revenait d'ailleurs aussi dans Lipstick Traces, dans Mystery Train, c'était d'ailleurs le titre. C'est le mot mystère. Vous dites de Last Kind Word Blues qu'elle est éprise de mystère. Pour I Wish I Was a Mole in the Ground, vous parlez même d'incantation mystique. Est-ce que le rôle de l'écrivain, celui qui écrit sur la musique, comme vous le faites, Greil Marcus, c'est d'être quelqu'un qui interprète ce mystère, c'est-à-dire quelqu'un qui fait presque de l'herméneutique? Je me souviens que dans Lipstick Traces, vous faisiez parfois des liens entre les punks et puis la gnose, les grands textes gnostiques chrétiens. Est-ce que vous concevez votre travail d'écrivain sur la musique, d'écrivain de la musique, comme le travail d'un herméneute, en fait? Well, I don't know. Je sais pas. It's more a matter of making connections. Ça a plus à voir avec and tisser des liens recognizing et affinities, reconnaître des affinités common gestures, et shared des gestures, gestes partagés, des gestes shared communs, language, the des need langages to tell partagés, a certain kind of story, le besoin de the raconter inability certaines histoires to ever really et get there. l'incapacité d'y parvenir toujours. There are moments in Il y a des Moby Dick. moments There are dans moments of Moby calm Dick, and des quiet. moments de calme, de sérénité, The ship is quand le navire calmed, est Ahab is tranquille looking out et que over Akab the quarterdeck, and Ishmael regarde is par-dessus le watching bastingage et and Ishmaël he sees le that surveille et Ahab voit is que a tortured soul il a une âme seems to torturée be for a moment at rest. et que son âme torturée semble être en paix pour un instant. Et puis à la fin The vortex du roman, où le vortex pulling everything qui attire down, tout in en this soi, tremendous rush, dans son urgence énorme literally disappearance, de everybody disparition, on the Pequod où is disappearing tout le monde sur le into Pequod the va sea. disparaître en mer. Geeshie Wiley's last Geeshie time Wiley, blues ses derniers mots, en fait can son fit blues des over derniers mots, those moments. pourrait vraiment Like correspondre à a cette plastic description, mask. comme un masque. And you will see them merge into each other. There Et are on va verses voir in ce Last lien Time entre les Words deux. Blues Il y a des that passages are dans about a mystical Last Word kind of Blues calm and sur acceptance un and peace calme mystique, that sur has the l'acceptation, same sur rolling la paix. Et I'm c'est not saying ce même sentiment. inspired Je ne vais pas by dire Moby qu'elle a Dick. été inspirée What par I'm Moby saying Dick. is Non, ce que je veux dire, c'est que yearning for son kind of désir, ce peace désir profond pour ce type de paix part of the- fait of the- partie of the American identity. de l'identité américaine. And they both stumbled Et tous les deux upon it. sont tombés dessus de façon congruente. Vous parlez beaucoup de Melville, de Moby Dick. Il en était question aussi quand vous parliez de Elvis Presley, aussi dans Mystery Train ou dans Dead Elvis. Est-ce qu'il y a certaines œuvres littéraires, finalement, et Moby Dick en serait une, qui ont plus d'affinité que d'autres avec la musique? Et pourquoi est-ce que Moby Dick aurait peut-être plus d'affinité que n'importe quelle autre œuvre littéraire avec justement la musique, avec la chanson? Alors qu'on n'imagine pas, quand on pense à Moby Dick, cet énorme roman, à une chanson qui paraît toute petite. No, we don't. And Non, there on n'y may pense be pas. a moment in Moby Peut-être Dick qu'il y a un when moment the dans Moby sailors Dick sing sea où shanties. I can't remember. le- But if they le do, marin it's not chante. like a crucial moment in Mais c'est the pas un book. moment très important dans le But livre. a book is a book. C'est un livre, c'est un livre. Fiction is fiction. La fiction, c'est la A fiction. song is a song. Et une chanson, c'est They une don't- chanson. You don't need the form of On n'a pas one besoin que la forme de l'un in something else se transforme for the dans affinity quelque chose d'autre to be real. pour que l'affinité se révèle. And if you want to talk about Si vous voulez parler de songs and music, chansons, de musique, I think The Great Gatsby je crois que is a song, Gatsby le Magnifique, ça, c'est une chanson. but it wasn't written to be Mais a c'est pas song. été écrit pour être une chanson. Qu'est-ce qui en fait une chanson de Great Gatsby? It's balance, C'est it's elegance, son équilibre, son the sense élégance. that it is one note follows another qu'une note suit in a way l'autre that you expect until it doesn't. de la That's what façon happens.
à laquelle on s'attend, jusqu'à ce que ça ne le soit plus le cas, comme dans une chanson. I think everybody knows Et je crois que tout le monde that the sait last page que la of dernière The page Great de Gatsby le Magnifique is a sung est poem. un poème But chant, more than that, it mais is plus que a piece of cela, music. c'est un morceau de You read musique. that last page, On lit cette dernière and you are page swept away et on est by its rhythm enlevé par son and the rythme melody that is sounding et cette underneath. mélodie que l'on entend sous le rythme. You know, I have no idea if Fitzgerald Moi, wrote je ne those sais pas passages si Fitzgerald a écrit ces passages 23 times, 7, 8 ou 25 right, fois or pour if les it's avoir poured parfaites, out of him. ou si ça a coulé de lui d'un seul But coup. they feel as if Mais they came out of, well, they don't c'est even comme feel as si- if they non, came out of him. c'est They pas comme feel si as ça venait if de he lui, ça found sent que c'est lui qui les a them, trouvées, came upon them. il les a He just- découvertes. They popped into his head. Elles sont without- apparues without à son wish, esprit without sans demand, qu'il le without désire, sans qu'il le réclame. It's there. Soudain, c'était You là, have to write it down et il a before fallu qu'il you l'écrive avant de l'oublier. the medium. Vous êtes simplement un médium. On va écouter la dernière chanson de ce livre Three Songs, Three Singers, Three Nations qui paraît chez Alia. C'est I Wish I Was a Mole in the Ground de Bascom Lamar Lunsford. Bascom Lamar Lunsford, c'est la troisième chanson que vous étudiez dans votre nouveau livre, Greil Marcus, vous le grand auteur de Lipstick Traces, l'écrivain de la musique rock, du punk, de la contre-culture. Three Songs, Three Singers, Three Nations paraît chez Alia, il est traduit de l'américain par Guillaume Godard. Dans cette chanson, vous affirmez au sujet de I Wish I Was a Mole in the Ground, il est question de quelqu'un qui voudrait être une taupe sous la terre pour miner une montagne. C'est une chanson qui appelle, écrivez-vous, à un renversement du monde. Dès sa première note, la chanson est politique jusqu'au nihilisme. Je voulais vous poser une question qui est tout à fait naïve, mais vous écrivez depuis des années, vous mettez des mots sur la musique. Est-ce que le fait de nous donner les clés du monde musical, quand par exemple vous montrez comment il y a un lien entre les clubs punk londoniens en 76 et le cabaret Voltaire de Zurich en 1916, où Dada a été créé, improvisé. Quand vous tenez à établir une généalogie du blasphème en Europe, que vous fédérez les situationnistes, les lettristes, Dada, les hérétiques du Moyen-Âge, est-ce qu'au fond, en mettant des mots là-dessus, en donnant du sens, vous ne risquez pas d'essayer de dénaturer ce qui s'écoute, ce qui se sent, ce qui se respire, qui est la musique pure? Pourquoi donner des clés, en fait, de tout ça? Est-ce que la musique ne doit pas rester insaisissable? No, I don't think so at all.
Non, je pense pas du tout. Tout d'abord, au niveau le plus simple, une bonne écriture au sujet de la musique, même si c'est plein d'analyses, et moi je pense pas que j'écrive des analyses, je crois que je dramatise, mais je n'essaye pas de dire ce que ça veut dire, peut-être que j'essaie de savoir comment ça a un sens. Mais une bonne écriture sur la musique a un effet, ça vous fait vouloir écouter la musique au sujet de laquelle on a écrit. Ça ne le rend pas non nécessaire de l'écouter. Au contraire, ça rend les choses nécessaires. L'écoute nécessaire. Donc de ce point de vue-là, la réponse est non. Mais d'un autre sens, pourquoi est-ce qu'une chanson ne resterait pas juste comme ça, une chanson dans l'air insaisissable? Pourquoi est-ce que on parlerait de n'importe quoi, finalement? Vous parlez souvent de l'histoire. Vous dites d'ailleurs, à propos de Geeshie Wiley, vous dites, parce qu'on sait très peu de choses sur sa vie, nous restons libres de raconter les histoires qui nous plaisent. C'est ça aussi le rôle de l'écrivain. Je me souviens que Guy Debord vous avait dit, ce qu'a écrit Greil Marcus est une vision très personnelle. Mais tant mieux d'ailleurs. Et je crois que Johnny Rotten avait dit la même chose, au fond. Votre rôle d'écrivain, vous le concevez comme celui qui met de la fiction sur ces petites pièces que sont les chansons? Il y a eu des moments où je me suis trouvé simplement en train de créer des incidents qui n'ont pas existé, écrire de la fiction au milieu de la critique ou de l'histoire, parce que c'est ce qui aurait pu se produire, c'est ce qui aurait dû se produire. C'est ce que le club Dada de Berlin aurait dû faire autour d'une de leurs tables de café en 1918. Essayer de savoir s'il y a quelque chose tel que la vérité, que la beauté, que le bien. La Première Guerre mondiale venait de se terminer. C'est tellement évident qu'il n'y a pas de choses telles que celle-là. Et voilà, ils sont autour de la table, ils sortent leur canif et ils gravent ces mots dans la table de bois et ils tracent une ligne à travers ces mots. Non, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de vérité. C'est un incident tout simplement dans la vie du club Dada de Berlin. Mais ça s'est jamais produit. Je l'ai inventé tout simplement pour dramatiser qui ils étaient, comment ils agissaient et ce qu'ils pensaient. Et il y a beaucoup d'autres incidents dans Lipstick Traces qui sont fabriqués. C'est très clair ce qui est fabriqué et ce qui ne l'est pas. Avec Geeshie Wiley, même si, grâce à John Jeremy Sullivan, qui s'est transformé en policier, en détective et qui a résolu le cas, qui a trouvé les personnes disparues et que personne n'avait jamais trouvées. Donc nous savons désormais où Geeshie Wiley est né, quel âge elle avait, son véritable nom, toutes ces choses que nous ne savions pas, nous ne savions rien à son sujet. Geeshie Wiley n'est pas un vrai nom, c'est un nom sur le disque, et on ne savait rien d'autre. Il y a encore tellement de choses qui manquent, qui doivent être remplies, découvertes. Et je crois que c'est le fan en chacun de nous, l'amoureux de l'art. C'est à nous d'imaginer qui était cette personne qui a créé cela. Et ça ne doit pas être Michel-Ange, le peintre, ça peut être Michel-Ange le plombier ou quelqu'un d'autre. Et avec Geeshie Wiley, on voulait simplement savoir comment elle a vécu sa vie, ce à quoi elle pensait, qu'est-ce qui l'a mue. Et cet art tellement pénétrant, d'où venait-il cet art? On ne peut pas répondre à ces questions, mais on peut les poser et les vivre et les sentir. Donc finalement, plus que la figure de l'herméneute dont on parlait tout à l'heure, du grand interprète, c'est finalement la figure du détective qui vous conviendrait le plus, Greil Marcus.
No, I don't think I'm that Non. good. Je veux pas que je sois aussi bon que ça. No, I don't know what the analog would be. Non, je sais pas quelle serait la bonne analogie. To be a detective Être un détective, is both too romantic c'est trop and romantique demands et skills exige and kind of toughness des that capacités et maybe I une don't have. dureté que je n'ai probablement pas. It seems to me to engage with art and Vous politics savez que and society pour être engagé avec l'art, la politique et la société sur la has page, its own reward. It's called c'est à soi-même sa propre récompense. Ça s'appelle la critique. I'll settle for that. Et bon, moi, ça me va bien. Oui, critique plus, parce qu'il y a quand même aussi un aspect mythologue chez vous. Quand vous parlez par exemple de Stagger Lee, cette espèce de mythe qui revient dans toute la chanson. Stagger Lee, qui était ce cocher proxénète noir condamné pour le meurtre de son ami William Lyons en 1895 à Saint-Louis dans l'état du Missouri. L'homme dont les chansons disent qu'il tuait son ami juste pour le plaisir de le voir mourir. On comprend qu'il y a aussi un plaisir de retrouver ces grands mythes, en fait, qui courent comme dans l'ancienne mythologie. Des mythes qui sont repris par les artistes et qui rejoignent ce qu'on disait tout à l'heure sur cette absence d'auteur, puisque chacun reprend des matériaux des autres. Right. But mythology, the understanding, the La mythologie, perception of myths, comprendre and la even the perception creation des of mythes et myths, même la création which de is to mythes, say stories that have a c'est-à-dire grip on us, raconter des histoires qui nous font is quelque part of chose. criticism. Ça fait partie One de la of the greatest critique. books of criticism Un ever des meilleurs written livres de critique qui ait jamais été écrit inspired me, et qui m'a I inspiré think, le plus, je pense. was D.H. Lawrence's Studies in Classic American C'est Literature. les études de And D.H. what Lawrence that sur very short la littérature classique américaine. astonishingly intense Et ce book que ce bref is about livre tellement is saying, intense, what are the ce qu'il dit, c'est American myths? quels sont les mythes Why can't américains? Americans let go Pourquoi of them? est-ce que les Américains ne Why peuvent pas are les they abandonner? imprisoned Pourquoi by these sont-ils emprisonnés strange stories par ces histoires that étranges unfold over and qui sont over and over racontées again, à and nouveau we have et à no nouveau et idea à where they nouveau, came from? et sans que nous sachions d'où elles How viennent? do the myths Comment that est-ce que Americans live out, les how do we mythes see that, you know, se- in sont face à ordinary ces life? Américains et qu'ils se As far as sentent he tellement was impuissants considered, face à it eux? was all myth. And Pour lui, myth tout était mythe. can mean many different Et things. un mythe peut signifier beaucoup de It choses. can mean a false story. Ça peut That's être une just histoire a myth. fausse, It can mean a un story mythe, that people ou tell quelque chose themselves que les gens because se it racontent helps them make parce que sense ça of les life. aide à donner un But sens that à leur those vie. myths can also be Mais un destructive. mythe peut être aussi They can be destructeur. imprisoning. Il They peut can être be quelque chose qui vous oppressive. emprisonne. Um, Il peut vous opprimer. myths Les are mythes only liberating ne sont when you break free libérateurs of them. que lorsqu'on s'en libère. Le livre a été publié en 2015. Donald Trump n'avait pas encore été élu 45e président des États-Unis. Est-ce qu'une nouvelle nation est apparue avec lui ou c'est la résurgence d'une ancienne nation? Vous qui avez intitulé ce livre Three Songs, Three Singers, Three Nations. Donald Trump is Donald by nature Trump est par and nature, as now a political figure et maintenant c'est une magnified, figure politique, elle a été élargie, elle a été intensifiée énormément. has always been Il a toujours at his été core en son sein a bully. une brute. His instincts Ses are to instincts punish, sont de are to punish punir, anyone who is de weaker punir than he is, quiconque est plus who faible is que less lui, worthy than he is, qui vaut moins que lui. punish people C'est de for their punir les gens inherent vileness. pour leur vilainie inhérente. And as a political figure, that Et en tant que translates into personnage politique, ça se traduit par de l'autoritarisme, du dédain, du mépris de la démocratie fascism. et du fascisme. That's how that works. C'est comme ça que ça Now, you can fonctionne. say, is this something new in Est-ce que c'est quelque chose de America? nouveau en Amérique? No, it is not anything Non, new. ça n'a rien de neuf. Not just because there have been Pas parce que comparable figures il y a that eu we talk des about, personnages but because comparables dont a on peut parler. certain Non, mais c'est parce que proportion une certaine proportion of Americans d'Américains, at any time in à America's tout history, moment à travers l'histoire américaine, que ce soit dans les années 1890, 1930, 1960, present, le présent, there is somewhere between il y a quelque chose entre 30 et 40% de ce pays, sometimes less than that, parfois sometimes a moins, little more than parfois un petit peu plus, who don't believe in qui ne democracy croient at all. pas du tout en la démocratie, qui ne la comprennent pas, Seems like comme an si insane way c'était une façon folle
d'organiser la société, qui ne croient pas qu'on devrait avoir la liberté de parole, dont les instincts sont qu'il faudrait pouvoir censurer, il faudrait pouvoir contrôler, et que les gens ne devraient être libres de faire que les choses qui sont bonnes et décentes, telles que définies par qui que ce soit est capable de donner ces définitions. La démocratie est une chose fragile en Amérique. Elle l'a toujours été, parce que une partie du pays est antidémocratique en son cœur et en son sein. C'est l'Amérique que Donald Trump représente et agit. Et pour terminer, il a été beaucoup question de folk dans ce livre, beaucoup question de rock. Est-ce que dans cette Amérique de Trump, comme d'ailleurs celle d'Obama, est-ce que ce n'est pas le rap et le R&B qui ont remplacé la folk ou le rock comme autre narration de soi de l'Amérique? Je ne pense pas que la musique folk soit une narration, un récit de soi-même. C'est une façon de mettre un masque, c'est jouer un rôle. Et un de ces rôles, c'est de parler pour tout le monde. C'est ce que fait le chanteur de blues. Il ne chante pas. Personne n'a vu les douleurs que j'ai connues. Non. Ce qui veut dire, c'est tout le monde connaît les douleurs que j'ai ressenties. Nobody knows the trouble I've seen. Je pense qu'un des problèmes avec le hip-hop, et c'était pas là au début, mais ça semble tellement dominant aujourd'hui, c'est une auto-célébration, auto-congratulation, c'est régler les comptes avec des ennemis, et finalement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens social, ça n'a pas de sens plus élargi. Aucun mythe ne peut en être créé. C'est une façon d'établir de la domination. Il y a beaucoup de Donald Trump dans le hip-hop. Il n'y a pas beaucoup de hip-hop dans Donald Trump, mais l'esprit qu'incarne Donald Trump a gouverné le hip-hop depuis des années. Merci beaucoup, Joel Marcus. Merci beaucoup aussi. Merci à Michel Zlotowski, votre interprète. Je rappelle le titre de votre livre, Three Songs, Three Singers, Three Nations. C'est chez Alia et c'est traduit par Guillaume Godard. Je rappelle aussi que sont disponibles chez Alia Lipstick Traces en édition augmentée. J'ai aussi avec moi Dead Elvis, Mystery Train. Voilà, tout Joel Marcus ou presque chez Alia. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec la complicité de Yasmine Caraï, Anne-Laure Chanel à la réalisation, à la technique Julien Calvas et Cédric Châtelu. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant 1 an et réécouter cette émission de manière illimitée sur franceculture.fr. Cette émission sur la démocratie, sur la musique, sur la folk et sur la littérature avec Joel Marcus.